Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Le président du Conseil supérieur de la communication CSC, Dr Kabir Sani, a animé ce matin un point de presse au siège de l'institution. La répartition du fonds d'aide à la presse au titre des années 2019 et 2020 était l'objet de cette sortie médiatique résumée ici par Nafisa Yaya. Cette sortie médiatique du Conseil supérieur de la communication CSC vise à rendre publique la répartition du fonds d'aide à la presse au titre des années 2019 et 2020. Suite aux deux communiqués du CSC en date du 4 mars 2021 et du 16 avril 2021, invitant les entreprises de presse écrites et audiovisuelles qui souhaitent bénéficier de l'aide publique à la presse au titre des années budgétaires 2019-2020 à déposer leur dossier de candidature. Le secrétariat général du CSC a réceptionné au total 52 dossiers pour les 2 années, dont 25 dossiers pour l'année 2019 et 27 pour 2020 répartis comme suit. 12 dossiers de la presse écrite, dont 6 en 2019 et 6 en 2020. 26 dossiers de radio, dont 12 en 2019 et 14 en 2020. 14 dossiers de télévision, dont 7 en 2019 et 7 en 2020. Le montant global du fonds est réparti conformément à l'article 8 de la délibération numéro 20/CSC du 31 mai 2019, déterminant les conditions d'éligibilité au fonds d'aide à la presse et les modalités de son attribution, soit 65% affectés aux équipements et 35% à la formation des journalistes. Ainsi, sur les 52 dossiers, 47 ont bénéficié du fonds d'aide à la presse 2019 et 2020, classés par ordre de mérite pour la catégorie télévision. Premier, en 2019, Gaskia TV de Zender, avec une moyenne de 15,63 sur 20, pour un montant de 7 517 220 000. Et premier également en 2020, avec une moyenne de 16,36 sur 20, pour un montant de 9 697 992, soit un montant global de 17 269 202 francs. Sixième, en 2019, Labari TV avec une moyenne de 11,63 sur 20 pour un montant de 5 633 608 francs. Et cinquième en 2020 avec la moyenne de 11,63 sur 20 pour un montant de 6 994 103, soit un cumul de 12 527 711 francs. Pour la catégorie radio, premier en 2019, Dalol FM d'Outi avec une moyenne de 17 sur 20 pour un montant de 4 077 417 francs. Premier également en 2020 avec une moyenne de 17 sur 20 pour un montant de 5 227 428 000, soit un cumul de 9 304 845 francs. Deuxième NIA FM de Koni en 2020 avec une moyenne de 15,43 sur 20 pour un montant de 3 700 856 francs. Deuxième également en 2020 avec une moyenne de 15,43 pour un montant de 4 744 660 francs, soit un cumul de 8 445 516 francs. Troisième en 2019, Garkwa FM de Maradi avec une note de 13,70 pour un montant de 3 285 918 francs. Troisième également en 2020 avec la amende de 13,70 pour un montant de 4 212 692 pour un cumul de 7 498 610 francs. Cette répartition a concerné également la presse écrite. Notons enfin que ce fonds au titre des 2 années s'élève à 271 482 271 000 francs CFA. Grâce au projet intitulé Appui aux défenseurs des droits humains ATDH, mis en œuvre par la Commission nationale des droits humains CNDH, sur financement de la délégation de l'Union européenne, une vingtaine d'acteurs de la société civile de la région de Niamey sont en formation depuis ce matin. La formation elle est axée sur la déclaration de 1998 des Nations Unies sur les défenseurs des droits humains. Le compte rendu de Asma Oseidou. Ils
sont au nombre de 25 les acteurs de la société civile à prendre part à cet atelier de formation des défenseurs des droits humains initié par la Commission nationale des droits humains CNDH sur les instruments spécifiques à leur protection, notamment la déclaration de 1998 des Nations Unies à Niamey. Grâce au partenariat entre la CNDH, l'Union européenne à travers le projet d'appui aux défenseurs des droits de l'homme. La déclaration de l'ONU de 1998 fixe pour la première fois des standards minimaux pour la protection des défenseurs des droits humains. Elle appelle les États à soutenir leurs activités et concrétise les droits existants de façon à faciliter leur application dans des situations données. La déclaration donne une définition large de ce qu'est un défenseur des droits humains. Elle fait rentrer dans cette catégorie non seulement ceux qui défendent les droits humains en tant que professionnels spécialisés, mais aussi les membres d'autres corps de métier, tels les journalistes, les avocats, sans oublier les bénévoles et tous ceux qui ont une activité en rapport avec les droits humains, même si c'est de manière occasionnelle. La déclaration spécifie en outre que les États ont le devoir de protéger les défenseurs des droits de l'homme, des acteurs étatiques autant que des acteurs privés, entreprises ou groupes fondamentalistes. Bien que la déclaration ne soit pas contraignante, elle représente malgré tout une étape historique. L'analyse situationnelle des défenseurs des droits de l'homme au Niger souffre de plusieurs violations des droits de l'homme, a indiqué la vice-présidente de la CNDH. L'analyse situationnelle des défenseurs des droits de l'homme au Niger souffre de plusieurs violations des droits de l'homme, telles que des arrestations et des condamnations en vertu de la législation antiterroriste, des arrestations et des détentions illégales et arbitraires et des restrictions des libertés de la presse, d'expression, d'opinion et de réunion. Et pourtant, en plus des lois au niveau international, la Constitution du Niger contient plusieurs dispositions qui favorisent et promeuvent les droits des défenseurs des droits de l'homme, même si elle ne comporte pas de dispositions qui mentionnent spécifiquement ces défenseurs. À titre d'exemple, le titre 2 de la Constitution du Niger prévoit les droits et les libertés des citoyens. L'article 10 précise que les Nigériens naissent libres et égaux en droits et en devoirs. Cela implique que les hommes et les femmes ont des droits égaux et donc les hommes et les défenseurs des droits humains doivent bénéficier des droits inscrits dans la Constitution. L'article 12 prévoit en outre le droit à la vie, le droit à la liberté et à la sécurité. La protection contre les traitements inhumains, cruels et dégradants et l'esclavage est également un droit en vertu de l'article 14 de la Constitution. En plus de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits de l'homme et la Déclaration de Marrakech, le Niger a ratifié plusieurs traités au niveau international, dont beaucoup prévoient la protection des droits des défenseurs des droits humains. C'est dans cette optique que la CNDH a, en collaboration avec certaines structures de la société civile, mis en place un comité chargé d'élaborer et de soumettre au gouvernement un projet de loi relatif aux défenseurs des droits humains dans notre pays. Pour rappel, toutes les 8 régions du pays ont bénéficié de cette formation des défenseurs des droits humains. Aussi, cette présente rencontre durera 2 jours. La suite de cette édition d'information avec cette cérémonie de remise de diplôme à la 17e promotion de l'espace de formation professionnelle Gidan Goninta, un espace qui forme des femmes et garçons en restauration jardinière d'enfants et aide ménagère. Les temps forts de cette cérémonie avec Ariette Salah. Ils sont 60 récipiendaires à recevoir leur certificat de fin de formation à l'espace de formation professionnelle à Gidan Goninta, repartis dans les filières suivantes: restauration, jardinière d'enfants et aide ménagère. Ce centre qui contribue à l'insertion des jeunes est appuyé par l'ACADEV à Niamey. La cérémonie qui nous réunit consacre la remise de diplôme de la 17e promotion du centre de formation professionnelle Gidan Goninta. Ce centre, qui a ouvert officiellement ses portes le 4 juin 2004, a comme objectif principal de faire des filles et des femmes du Niger les actrices de leur propre développement à travers la valorisation des métiers.
à travers les domaines de formation qui sont jardinière d'enfants, restauration, aide ménagère et agent de vente. Les statistiques à notre possession montrent que 90% des filles et femmes formées ont trouvé un emploi. Initié pour des jeunes filles et des jeunes femmes, le centre accueille depuis quelque temps aussi des hommes. De sa création en 2004 à aujourd'hui, l'espace de formation professionnelle La Guidangwaninta a formé 1253 personnes avec un taux de placement de 70 à 90%. De façon générale, la formation s'est déroulée dans de bonnes conditions avec une preuve de détermination au niveau des formatrices que des apprenantes. Les récipiendaires sont répartis comme suit. Jardinière d'enfants, 17. Restauration, 31. Aide ménagère, 12. Sur 94, 60 vont recevoir leur certificat avec une moyenne supérieure ou égale à 12 sur 20. 10 insuffisances de travail et 9 abandons. En 17 ans d'existence, le centre a formé 1253 personnes en formation régulière, dont 29 hommes. 357 en formation à la carte, avec 41 personnes en cours de formation. Le secrétaire général adjoint du gouvernorat de Niamey qui a présidé cette cérémonie a salué les récipiendaires avant de leur souhaiter une bonne chance dans leur vie professionnelle. Les récipiendaires, après avoir reçu leur certificat, très émus se sont exprimés en ces termes. J'ai fait la formation cuisine et pâtisserie et je suis dans le corps de Guidangwaninta et cette école fait la fierté des jeunesses. Et je remercie aussi cette école, grâce à eux, j'ai obtenu mon certificat. Et je rends grâce à Dieu. Je vais servir dans la vie avec sincérité et la fidélité. Pour la formation qu'ils m'ont fait, vraiment, c'est une formation qui donne l'intelligence. Et vraiment, ce n'est pas l'intelligence seulement, mais aussi, on traite aussi ta façon de vivre et le comportement. Je remercie tous les invités qui sont venus ici. Je peux travailler avec mon diplôme. J'avais fait la formation ici. Il y avait des collègues qui sont là, qui ont bac plus 5 ans. Elles sont venues juste pour maîtriser la cuisine. Genre, c'est mieux quoi, parce que les femmes, c'est pas seulement aller au bureau et tout ça là. On peut apprendre la cuisine aussi. Ça peut nous aider. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs invités et des membres de famille des récipiendaires. L'ambiance était festive et inoubliable. Fin hier après-midi, les travaux du séminaire régional sur la gestion des conflits locaux et communautaires dans le Liptako Gourma. Ce séminaire a vu la participation des médiateurs du Bénin, du Mali et du Burkina Faso. Le reportage est signé Nafissatou Yaya. C'est sur une note de satisfaction générale qu'ont pris fin les travaux entrant dans le cadre du séminaire régional sur la gestion des conflits locaux et communautaires dans le Liptako Gourma. Séminaire organisé par le médiateur de la République du Niger, au sortir duquel des recommandations ont été formulées. Permettre aux médiateurs du Mali, du Niger et du Burkina Faso de faire une analyse des défis nés des conflits locaux dans la zone frontalière du Liptako Gourma en tenant compte du contexte sécuritaire actuel. Favoriser le partage d'expériences et de bonnes pratiques entre responsables des institutions de médiation représentées. Partager les programmes en matière de prévention et gestion des conflits locaux en zone frontalière du Liptako Gourma et renforcer l'ancrage institutionnel de ces programmes à travers une plus forte implication des institutions nationales de médiation et des partenaires intervenant dans le domaine. Étaient présents le médiateur du Bénin et ses collaborateurs, l'émir du Liptako et ses collaborateurs, le gouverneur adjoint de Gao et ses collaborateurs, le gouverneur de la région de Tillabéri, les représentants des institutions nationales, les préfets, les chefs traditionnels et religieux, les forces de défense et de sécurité et plusieurs bénéficiaires des programmes et projets intervenant dans le 10 secteur. En clôturant les travaux de ce séminaire, le médiateur de la République s'est dit satisfait de la qualité des travaux abattus. Les différentes communications présentées par les éminents experts et les échanges riches
qu'elles ont suscitées nous ont édifiés sur la pragmatique des défis et les enjeux liés au phénomène de l'insécurité dans la zone du Liptako-Gourma, les liens entre insécurité et changement climatique, le rôle des États dans les réponses concrètes apportées aux défis posés par l'insécurité, la gouvernance de la sécurité, les forces et faiblesses de nos institutions de médiation, les expériences pays et les bonnes pratiques en matière de gouvernance de la sécurité, les actions de certains auteurs institutionnels de la chefferie traditionnelle et de la société civile, la faible présence de l'État dans certaines zones. Nous sommes également parvenus à la formulation de plusieurs résolutions et recommandations que le rapporteur général de notre séminaire vient de nous présenter, ainsi qu'à la déclaration, dite déclaration de Niamey, qui réaffirme une fois de plus, en tant que médiateur, que nous devons améliorer la qualité de la gouvernance dans notre espace et dans nos différents pays. Dans une synergie d'action avec les médiateurs du Bénin, du Mali et du Burkina Faso pour la mise en œuvre de la déclaration de Niamey, le médiateur de la République du Niger compte sur le soutien de ses homologues pour poursuivre cette lutte antiterroriste dans la zone du Liptako-Gourma. L'actualité dans nos régions, direction Zender, la capitale de Damagaram, précisément dans la commune urbaine de Magaria, où le cimetière musulman de cette commune a désormais un mur de clôture et un forage, un geste du président du Rassemblement national africain, RANA, Dr Hamidou Mamadou Abdou. La cérémonie de remise des clés a eu lieu hier, jeudi 1er juillet 2021, en présence des autorités administratives, municipales et coutumières de Magaria. C'était en présence également de notre reporter sur place, donc notre correspondant sur place à Zender, Ben Salamoussa. Cet espace funéraire à la sortie côté sud de la communauté urbaine de Magaria, longtemps abandonné, vient de bénéficier d'un mur de clôture de 4 côtés. Le maître est ainsi à l'abri des fortes intempéries endommageant régulièrement le cimetière ou des tombes qui seront éventrées par de fortes précipitations. 2 grandes portes principales et une petite porte, mieux un forage pour mettre à jour une réserve d'eau et en profiter gratuitement par les fidèles de Magaria dans ce cimetière musulman. Le tout, c'est l'œuvre du docteur Hamidou Abdou, président national du parti RANA. La cérémonie de remise de la clé a eu lieu ce jeudi 1er juillet 2021 en présence des autorités administratives, municipales et coutumières de Magaria. Merci monsieur le préfet. Monsieur le maire. Le cimetière et les tombes occupent une place concrète et symbolique considérable. En islam, ce geste du docteur Hamidou Abdou est fortement recommandé selon l'imam de la grande mosquée et le chef de canton de Magaria. Ce acte est à apprécier à plus d'un titre. C'est une aumône envers les fidèles. Voici les cimetières clôturés et voici un forage. Cela est beaucoup recommandé en islam puisque l'eau est source de la vie. On a un seul mot, c'est celui de remerciement à l'endroit du docteur Hamidou Mamadou Abdou et les membres de sa famille. Cet acte du docteur Hamidou est un acte qui est recommandé à tout un musulman s'il a la possibilité. Ici à Magaria, il y a eu tellement des opérateurs économiques, mais ils n'ont pas eu la possibilité de procéder ainsi à cet acte religieux. C'est celui que Dieu a choisi pour accomplir cette mission combien importante en islam. Le président du parti RANA, Dr Hamidou Abdou Mamadou, qu'accompagne de ses plus proches collaborateurs, a rendu une visite de courtoisie au chef de canton du Magaria après la cérémonie. Peu après la remise des clés aux autorités de Magaria,
donnant ainsi le signal de la gestion de ces cimetières par les autorités municipales. Une fatia a été dite pour le repos de nos défunts, toujours honorés dans nos prières quotidiennes. Dans un entretien accordé à la radio et télévision Labari RTL Niger, le coordinateur de la Fondation pour le développement au Sahel, Sangaré Suleiman Tchamoko, a répondu à plusieurs sujets d'actualité de son pays, le Mali. C'est la partie magazine de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonne réception et bon week-end. Ces derniers temps, je crois que les événements ont montré qu'il y a assez de difficultés par rapport, moi je ne dirais pas au droit à la gouvernance dans sa globalité. Et c'est ça même qui a fait qu'il y a eu ces différents soulèvements populaires, mais aussi arriver jusqu'à l'extrême sur ces différents coups d'État dont tout le monde connaît l'issue. Je n'ai pas encore évalué de grands changements. C'est juste des intentions qui sont là. Mais il faut reconnaître que le pouvoir est toujours entre les mains des militaires. Il y a un président militaire, il y a un premier ministre civil et politique. Les choses, je crois que l'avenir nous dira où est-ce qu'on en est. Parce qu'il y a une feuille de route, il y a des choses qui se passent, mais à ce stade, c'est très complexe, Aujourd'hui, ce qui est en train d'être fait, il y a des dossiers qui ont été ouverts par rapport aux armements, par rapport à tous ces détournements. Mais comme tel, il y a des structures de lutte contre la corruption qui ont pris les dossiers à main. Il va falloir que les acteurs de la société civile appuient ces structures, donc comme l'OCLE, comme d'autres structures, pour que ces dossiers puissent ressortir. Parce qu'à un certain moment donné, on s'attendait à ce que ça puisse être mis sur la table, mais ça a disparu. Mais ces derniers temps, il y a des mouvements qui se lèvent pour que ça puisse revenir. Surtout les factures pour l'armée et tous ces détournements. Je crois qu'il y a une des structures qui se battent pour ça et accompagnées par la société civile, de lutte contre la corruption. La société civile dans sa globalité, je crois que j'ai senti que d'abord il y a le nationalisme. Parce que le fait que la CEDEAO a fait ces sanctions, et je crois qu'on ne peut même pas dire que les sanctions sur lesquelles on s'entendait n'ont pas été ça. Parce qu'il n'y a pas eu la fermeture de frontières, il n'y a pas eu ça, il n'y a pas eu ça. C'est juste mettre un cadre et donner la responsabilité de la primature à un civil et nommer un gouvernement. Nous disons que ça, c'était la chose la plus simple et la plus normale que ces militaires devaient faire. Avec la situation, moi je pense que ça n'a pas évolué. Ça peut même s'empirer parce qu'il faut que les responsables politiques arrivent à s'entendre, parler d'une même voix. Il ne reste que 9 mois pour cette transition. Il y a beaucoup de chantiers qui sont ouverts. Il y a d'autres qui sont pour, il y a d'autres qui sont contre sur tous les chantiers ouverts. Et certains disent que la transition n'a pas vocation à tout régler. C'est juste préparer des bonnes élections crédibles et transparentes, ouvrir des dossiers, mais laisser au nouveau président pour pouvoir continuer ce qu'il y a à faire. Mais si la transition s'attarde et qu'en février 2022, il n'y ait pas ces élections, ça peut poser problème. C'est pourquoi la société civile aussi est sur le trac qu'il faut finir la transition à temps et il faut s'entendre avec un programme minimum. Ce problème d'insécurité, elle est complexe, elle est multidimensionnelle. Nos armées doivent faire le maximum, compter sur leurs propres forces. Les appuis aussi qu'on dit, il faut qu'elles soient conséquentes. Je crois que c'est ça, pour moi, la complexité de l'affaire. Sinon, on pense qu'aujourd'hui, l'insécurité elle est grandissante. Malgré les grands moyens,
malgré Barkhane, Takuba, il y a tout, mais ça n'avance pas. Peut-être qu'il faut revoir la situation et se concentrer sur l'essentiel. Il ne faut pas confondre ce sentiment comme anti-français, mais c'est beaucoup plus les résultats qui n'étaient pas là. Barkhane, à un certain moment donné, a avancé, mais on voit qu'elle stagne et les difficultés continuent, les populations continuent à être massacrées. C'est pourquoi elle s'est soulevée contre cette structure et dire qu'il faut qu'elle parte. Je crois que les gens ont mélangé les affaires, mais c'est beaucoup plus que le fait d'insatisfaction qui a engrangé tous ces problèmes. La société civile, je crois qu'elle ne peut qu'être partie prenante, elle ne peut qu'à renforcer tous ces espaces, elle ne peut que favoriser ce dialogue intercommunautaire, mais aussi attirer l'attention de nos dirigeants sur les problèmes réels. Il faut que cette situation, au niveau de ces zones, les populations puissent être servies. C'est-à-dire le problème est que quand il n'y a pas d'État, il y a d'autres qui s'installent. Et c'est ça la grande difficulté. Les services sociaux de base n'existent pas, l'administration n'est pas là. Donc tant que ça ne s'est pas fait, il y aura toujours ces extrémistes qui vont tenter de s'infiltrer. Et je crois que le grand problème, c'est l'absence de l'État et l'absence des services que l'État doit rendre à ses citoyens. Je crois que tant que ça ne s'est pas résolu, on n'a pas quitté les lornières. Au départ, c'était un couac, mais je crois que ça a évolué. Il y a des patrouilles conjointes, il y a des installations au niveau des différents collèges et des collectivités. L'armée est à Kidal aujourd'hui. L'armée est à Kidal, mais c'est le départ qui était difficile. Ça a été vraiment une frustration pour tous les Maliens. Mais aujourd'hui, je crois que le déploiement est fait. Il y a des patrouilles mixtes et je crois que la tension est même beaucoup redescendue parce que ceux qui sont les bras armés de cette action disent qu'ils n'ont que cet État. Que le Mali, donc ces difficultés, ça s'amenuise, je crois que ça commence à aller. Profiter des industries extractives, oui et non. Oui, parce que l'État, selon différentes politiques, a mis à la disposition de ces collectivités certaines ressources dont je parlerai de la patente, qui est une manne importante, 60% pour la commune, 25% pour le cercle, 15% pour la région. Ça, c'est notre cadre de décentralisation. Et les taxes aussi que ces sociétés minières payent, le grand problème est que ça rentre dans la cagnotte globale qui est le trésor. Il va falloir à la longue qu'on puisse savoir qu'est-ce qui est effectivement fait de cette manne. Mais je crois aussi qu'il y a des politiques qui sont en train d'être menées, qu'on appelle l'approvisionnement local, qu'on appelle contenu local. Je crois qu'il faut que ces sociétés arrivent à donner des marchés à des nationaux. Il faut qu'il y ait des prestataires nationaux comme ça. Cette manne financière va être répartie entre les différentes communautés. Je prends le ciment, je prends toutes les autres choses. Et c'est ça qui va faire que tout le monde va pouvoir profiter. Sinon, si c'est juste l'État, c'est au trésor. Et si ce sont l'argent des patentes avec les collectivités, mais aussi avec une autre dimension de mauvaise gouvernance. Mais il faut que les communautés s'impliquent dans le cadre des fournitures, des marchandises, des produits et autres, que chacun puisse profiter. C'est la situation d'insécurité en Mali, en tout cas, je sais que c'est la meilleure formule pour pouvoir venir à bout de ces insurgés. Bon, je crois que c'est très complexe. Et les gens se sont installés il y a longtemps. Il y a d'abord un travail de fond qu'il faut faire au niveau des communautés. Ensuite, comme je dis, il faut satisfaire les besoins de ces citoyens. Tant que le villageois ne sait pas où est-ce qu'il va avoir son riz, où est-ce qu'il va avoir son huile moins chère, ça va poser problème. Donc il faut que l'État s'investisse pour servir
pour donner ces marchandises aux gens, que le commerce puisse marcher. Ensuite, on verra ce qu'il y a à faire. L'attente du peuple malien, c'est que les choses se calment, que l'on revienne à l'ancien et que les gens puissent vaquer à leurs affaires, surtout la tranquillité et la libre circulation. Je crois que les gens sont fatigués. Le cultivateur ne peut plus aller au champ, le pêcheur ne peut plus pêcher, le commerçant ne peut plus se promener, il n'y a pas de commerce. Donc, c'est la sécurité. Le premier problème que les gens soulèvent, c'est mettre fin à cette insécurité.